Bonjour, nous allons commencer à parler de statistiques. Dans cette vidéo, nous abordons la question des liens entre les statistiques et l'eugénisme. Le terme statistique vient du néo-latin statisticum collegium, c'est-à-dire conseil d'État, et de l'italien statista, homme d'État. En 1749, le mot statistique a été inventé en allemand pour signifier la science de l'État. C'est au XIXe siècle que le terme a été défini comme la compilation et la classification des données afin de faire connaître l'étendue, la population, les ressources agricoles et industrielles de l'État. Et donc les statistiques ont émergé non pas comme un outil scientifique, mais comme un outil de gouvernance pour traiter la collecte, l'organisation, l'analyse, l'interprétation et la présentation des données. Leur mathématisation, c'est-à-dire les statistiques modernes, date de la fin du XIXe siècle et des premières décennies du XXe. On doit leur développement à d'importants eugénistes, en particulier à Francis Galton, Karl Pearson et Ronald Fisher. Les statistiques restent depuis profondément liées à la pensée eugéniste. Non seulement ses outils principaux et donc son langage ont été développés à des fins eugénistes, mais la pensée statistique elle-même continue de reposer sur une optique eugéniste, celle de différence significative, un concept développé dans un cadre où les êtres humains sont considérés comme ayant intrinsèquement plus ou moins de valeur, certains étant indésirables avec tout ce que cela peut impliquer. Différence par rapport à quoi ? Par rapport à une moyenne ou une médiane, c'est-à-dire le point milieu d'un ensemble de données. Dans le cadre biologique et humain où cette pensée s'est développée, ces concepts n'ont pas de réalité. Citons Claude Bernard. Tous ces caractères biologiques du phénomène disparaissent dans la moyenne. Déjà, les mathématiques excluent la plupart des facettes d'un phénomène car peu sont quantifiables. Elles traitent d'objets identiques en éliminant les caractéristiques individuelles. Elles écartent tout ce qui différencie et ne gardent que des propriétés communes. Et donc, quelle est la signification d'une différence quantifiée par rapport à une norme chiffrée sans réalité ? Aucune, sauf celle qu'on veut bien lui donner, basée sur nos a priori, nos paradigmes et nos objectifs. Il ne peut donc y avoir d'objectivité dans une interprétation statistique. Il faut bien comprendre que les chiffres en eux-mêmes n'ont pas de signification. Ce ne sont que des symboles abstraits d'un langage purement logique. Nous leur donnons une signification en les interprétant selon nos points de vue. Les statistiques modernes ont vu le jour à une époque où le succès de la mathématisation de la physique avait renforcé une croyance erronée en l'objectivité des mathématiques, bien que la découverte de diverses géométries avait déjà montré que toute application n'est qu'affaire de point de vue. On doit donc aux eugénistes d'avoir érigé le statisticien en une figure d'autorité, un arbitre numérique de nature impartiale, puisque l'analyse statistique est un calcul impartial de chiffres. Ce paradigme erroné d'objectivité cache le véritable but subjectif, celui de différencier entre race, classe sociale, genre ou simplement individu, dans l'optique d'améliorer l'individu, voire de créer un surhomme,
selon bien sûr des critères très subjectifs. Mais ce paradigme a fait croire que développer les statistiques permettrait d'asseoir sur des bases scientifiques la thèse de Darwin selon laquelle la sélection naturelle des traits appropriés à la survie se fait graduellement à travers les générations. Il s'agissait donc de trouver les lois mathématiques de l'évolution fondées sur des données empiriques mesurables. Pour Galton, le père de la thèse eugéniste et à qui on doit le terme, basé sur sa supposition que la thèse darwinienne est héréditaire, il s'agissait de trouver les lois de l'hérédité. Ces études mathématiques le menant à conclure que celles-ci ne concernent que les déviations exprimées en unités statistiques. Comme il n'est pas possible d'étudier les changements dans les traits humains sur plusieurs générations, la question fondamentale en eugénisme, Galton a eu l'idée d'étudier les déviations du poids des semences de pois de senteurs sur plusieurs générations selon le poids des semences parents initiales. Pourquoi des pois de senteurs ? Parce qu'il y a autofertilisation et donc réduction de la complexité générée par deux parents. Le mathématicien Gauss avait élaboré en 1786 sa fameuse loi des erreurs entre la valeur mesurée et la valeur réelle, la probabilité d'erreurs positives et négatives étant la même, ce qui implique que l'erreur aléatoire peut être réduite en répétant les mesures un grand nombre de fois. La moyenne arithmétique de toutes les mesures est alors prise comme la valeur réelle de la quantité mesurée. On représente cette distribution dite normale comme une cloche. Galton a reconnu avoir été influencé par des statisticiens qui avaient tenté d'extrapoler une loi concernant des erreurs à des déviations de traits et de comportements humains par rapport à une norme, c'est-à-dire une moyenne. À part impliquer un jugement sur de possibles déviations, c'est supposer qu'il y a une norme et que la probabilité des déviations diminue plus elles sont grandes. Même dans le cadre de la physique, on voit expérimentalement qu'il est faux que la probabilité d'une erreur diminue plus elle est grande. En effet, on voit dans de nombreux cas que les grandes erreurs sont beaucoup plus nombreuses que ne l'indique la loi normale. En fait, une série d'erreurs obéissant à la loi normale semble être l'exception plutôt que la règle. Par ailleurs, cette loi implique un certain nombre d'approximations et lorsqu'on les examine, on s'aperçoit qu'elles ne s'appliquent que jusqu'à un multiple modéré de l'erreur standard, c'est-à-dire de la déviation standard, une mesure de la distribution des données par rapport à la moyenne. Et donc, même théoriquement, cette loi ne tient pas trop la route. C'est donc sous cette influence que Galton a conclu dans son étude des pois de senteurs que chaque groupe de graines parentales de même pois produit une famille de graines filles dont les pois sont distribués autour d'une moyenne à la façon gaussienne. En particulier, les graines filles d'une grande graine sont en général plus proches de la moyenne et donc plus petites, la taille suivant une distribution du même type que le poids. Il a appelé ce processus régression. Mais à part le fait que la moyenne n'a pas de réalité, la moyenne de quelles données s'agit-il ? Il y a des ambiguïtés sur ces données. Il n'est pas clair quelle quantité il a utilisée pour calculer la déviation standard. Une supposition plausible qui concorde avec ces données implique qu'il aurait largement sous-estimé la variabilité de la taille des pois de senteurs et donc leur poids. D'ailleurs, il a reconnu que ces expériences
comportait des imperfections et qu'il a équilibré les cas douteux. Galton a ensuite extrapolé ses conclusions à des traits humains qu'il avait mesurés sur 2 générations. Il en a conclu qu'il y a toujours régression vers ce qu'il a décrit comme la médiocrité, c'est-à-dire la moyenne. Par exemple, des parents de grande taille ont en moyenne des enfants de moindre taille. Il dit avoir observé que des parents de grande intelligence ont également en général des enfants de moindre intelligence. L'intelligence est un point sur lequel l'eugénisme est particulièrement focalisé. Il y a là jugement de valeur. Il a en particulier défini un coefficient de régression quantitatif précis basé sur des suppositions et des approximations et lourd de jugement. Ce coefficient est toujours en usage. C'est aussi le cas des notions de déviation et de corrélation entre des caractéristiques des descendants et des parents. À partir de ces notions, Galton a élaboré une statistique par comparaison qui compare les capacités des différentes races. La notion de corrélation de Galton a été plus amplement mathématisée par le mathématicien Pearson, disciple et admirateur de Galton et de Hitler, convaincu de la supériorité occidentale ainsi que des méfaits de l'empathie humaine envers les dégénérés de corps et d'esprit qui suspend la sélection. Il est le fondateur du premier département de statistique au monde en 1911 à l'University College London, maintenant l'un des collèges de l'Université de Londres. Le département a été fondé grâce à la fortune que Galton avait léguée au collège. La société eugéniste, alors appelée Eugenics Education Society, dont Pearson était le président, y avait ses quartiers. On lui doit beaucoup des procédures statistiques actuelles. Il existe plusieurs coefficients de corrélation dont un qu'il a développé. Il aurait trouvé que ce coefficient a la même valeur qu'il s'agisse de traits physiques ou d'intelligence. Ce qui l'a mené à déclarer « Nous héritons du tempérament de nos parents, de leur sérieux, de leur timidité et de leur habileté, tout comme de leur taille, de leur avant-bras et de leur stature. » Mais ce qu'on voit dans son travail, c'est qu'un grand nombre de déductions ne sont tout simplement pas justifiées compte tenu des données qui ont été communiquées, que l'analyse statistique et la méthode scientifique laissent beaucoup à désirer. Du moins, c'est ce que conclut l'examen par des statisticiens de son étude The Problem of Alien Immigration into Great Britain, illustrated by an examination of Russian and Polish Jewish children, publié en 1925 dans les Annals of Eugenics, une revue qu'il avait fondée afin de débattre de la question de savoir s'il est souhaitable dans un pays déjà surpeuplé comme la Grande-Bretagne d'autoriser une immigration indiscriminée. Pearson a notamment appliqué sa statistique pour comparer l'intelligence. Au début du XXe siècle, le psychologue Alfred Binet avait inventé le QI, certes non pas dans un but eugéniste, mais pour venir en aide à des enfants en proie à de graves difficultés de cognition, mais faut-il ces tests d'intelligence pour les identifier? Il s'agit là d'une vision très mécaniste et très réductrice qui assimile l'intelligence à des critères quantitatifs, des critères qui soulève bien des questions même dans cette vision. Il n'est donc pas surprenant que Pearson n'ait jamais trouvé de corrélation entre intelligence et dimension de la tête ou entre intelligence des enfants
et niveau d'alphabétisation des parents. N'ayant pas trouvé de corrélation, il a divisé la catégorie enfants en deux, filles et garçons. Il a reconnu n'avoir pas trouvé de corrélation pour les filles, mais il s'est convaincu que pour les garçons, le coefficient de corrélation qu'il pensait avoir trouvé est très probablement significatif et confirme donc les résultats non définitivement significatifs des filles. Or, non seulement sa détermination de la signification pose question, mais il n'est certainement pas vrai qu'un résultat significatif d'un test et d'un ensemble de données puisse confirmer la signification d'un résultat non significatif provenant d'un autre test et d'un autre ensemble de données. Qu'est-ce donc que la signification d'un résultat statistique? Il s'agit à nouveau d'un concept abstrait qui réduit à des chiffres le fait qu'il a un sens, qu'il n'est pas le simple fruit du hasard, auquel cas on ne pourrait pas en tirer de conclusion. Suggérée par Pearson, sa théorie a été développée par Fisher, membre du Cambridge Eugenics Society, puis nommé professeur au département d'eugénisme d'University College London en 1933. C'est sur sa théorie que reposent les statistiques actuelles. Citons respectivement les psychologues David Bacon et Paul Mill. Beaucoup de dégâts sont associés au test de signification. C'est un séducteur intellectuel puissant mais stérile qui laisse sur son passage un long cortège de jeunes filles conquises, mais aucune progéniture scientifique viable. Les recherches de Fisher entre 1935 et 1940 ont été notamment financées par la Fondation Rockefeller. Entre 1930 et 1950, elle a été le principal financier de la recherche économique et sociale au Royaume-Uni et un financier de premier plan en France. Elle a ainsi orienté l'économie d'après-guerre, notamment par le choix des statistiques qui devaient être développées et appliquées. Ce choix a eu un impact significatif sur le type d'économie qui s'est développée au cours des dernières années. Les statistiques continuent de mettre en œuvre la vision eugéniste. Même dans une perspective statistique qui réduit l'intelligence à de la mécanique quantifiable, on n'a jamais trouvé de corrélation entre intelligence et richesse, le seul critère quantifiable de ce qu'une société ancrée dans le capitalisme financier appelle succès. Malgré cela, on continue de tester les enfants, les employés, les demandeurs d'emploi et de comparer par des données diverses les universités, les écoles, les niveaux d'éducation entre pays. Tous et tous groupes sont ainsi mis en compétition dans une vision hiérarchisée basée sur une perspective de profit qui uniformise l'homme au format requis pour sa pérennisation. Typique de cette pérennisation, le moyen pour accomplir le but est lui-même source de profit. Les tests sont devenus une activité commerciale importante, leurs ventes explosent. Équipés de statistiques, on estime l'étendue de tel ou tel trait dans les populations, de la violence, des effets néfastes de traitements médicaux et des technologies, etc. Et pourtant, malgré toutes les études, les problèmes s'accentuent et le nombre de victimes de tout genre grimpe en flèche. Dans la prochaine vidéo, nous tenterons de discuter à travers des exemples du bien-fondé des applications statistiques. À quel point ce qui a un mérite dans l'étude de gaz composés d'une infinitude de particules similaires reste-t-il approprié lorsqu'on l'applique à des échantillons de quelques centaines, voire quelques milliers d'individus essentiellement différents, dont la complexité est au-delà de toute quantification, surtout lorsqu'ils sont équipés d'un certain degré de libre arbitre. Merci.